Je ne l'ai épousée que par pitié. Personne d'autre ne voulait d'elle. Le mot glissa de sa bouche avec une facilité insultante, comme s'il parlait de la météo, comme si je n'étais pas assise juste à côté de lui à cette table, devant nos amis. Tout le monde a ri. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis levé lentement, j'ai laissé mon verre de cabernet sur la table et je me suis dirigé vers les toilettes. Mes jambes tremblaient, mais mon visage était calme, serein, comme si je venais d'entendre une mauvaise blague et non la pire humiliation de toute ma vie. J'ai verrouillé la porte de la salle de bain, je me suis appuyé contre le lavabo en marbre et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. 31 ans, pédiatre, Dr. Elohan Hay, respecté au Massachusetts General Hospital à Boston. Une femme qui sauve des vies chaque jour, et mon propre mari venait de détruire la mienne devant tout le monde. Je m'appelle Elohan Hay. J'ai 31 ans, et voici l'histoire qui a changé ma vie pour toujours. Boston a toujours été ma ville. Je suis né ici, j'ai fait mes études de médecine ici, j'ai bâti ma carrière ici. Les brownstones historiques de Beacon Hill, l'odeur de la chaudrée de palourdes fraîches près du port, le vent glacial venant de la rivière Charles en hiver, les embouteillages sans fin sur Storrow Drive. C'était ma vie avant de rencontrer Thaddeus. Avant que tout ne se transforme en ça. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert mon sac à main et j'ai sorti mon porte-clés, un minuscule stéthoscope en argent que ma grand-mère m'avait donné quand j'ai été accepté en médecine. Je l'ai serré fort. Je faisais toujours ça quand j'avais besoin de courage. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma douce enfant. Elle me disait ça. Mais à ce moment-là, je ne me sentais pas forte. Je me sentais humiliée, petite, invisible. Thaddeus et moi étions mariés depuis 5 ans. 5 ans pendant lesquels j'ai travaillé des gardes de 12 et 14 heures aux urgences pédiatriques. 5 ans pendant lesquels il... Eh bien, il essayait. C'est ce qu'il disait toujours. J'essaie, Elohan. Donne-moi juste du temps. Du temps pourquoi? Ce n'était jamais clair. Quand nous nous sommes rencontrés, il terminait son MBA. Il ne l'a jamais terminé. Puis il a dit qu'il allait lancer une start-up technologique. Il ne l'a jamais fait. Après ça, il a dit qu'il trouverait un emploi dans une entreprise sérieuse. Cet emploi ne s'est jamais matérialisé, et j'ai continué à payer le loyer de notre appartement à Beacon Hill. J'ai continué à payer les courses, l'électricité, l'eau, le gaz, les Uber, les sorties, les dîners avec nos amis. Nos amis, quelle expression trompeuse. Parce que ce soir-là, dans ce restaurant chic du quartier de Seaport, assise avec les gens que je pensais être mes amis, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment fait partie de quoi que ce soit. Je suis retourné à la table. Il riait encore. Thaddeus s'éclaircit la gorge, racontait une autre histoire, arborant ce sourire que je trouvais autrefois charmant, mais qui me semblait maintenant faux, vide et cruel. Je me suis assise, j'ai pris mon verre de vin et je l'ai vidé. Personne n'a remarqué que j'avais pleuré dans les toilettes. Ou peut-être qu'ils l'ont remarqué, et qu'ils s'en fichaient. Thaddeus a posé sa main sur la mienne comme si c'était un geste tendre, comme s'il ne venait pas de me briser. « Ça va, chérie ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé dans les yeux et à cet instant, quelque chose en moi a cédé. Non pas par tristesse, mais par une clarté absolue. Avant de continuer, si vous êtes ici, c'est que vous aimez les histoires où les actions ont de réelles conséquences. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Parfaitement bien, ai-je répondu et j'ai souri. Parce qu'à ce moment-là, pendant qu'il continuait à parler, pendant que les autres continuaient à rire, pendant que le serveur apportait une autre bouteille de vin que je finirais par payer avec ma carte de crédit à la fin de la soirée, j'ai pris une décision. Une décision qui allait tout changer. Mais ce n'était pas encore le bon moment. Pas encore. Avant que tout ne parte en fumée, il y avait de la lumière. Il y avait des matins où je me réveillais heureuse. Le café qui bouillonnait dans la cafetière à piston, des bagels frais de la boulangerie locale sur la table, le sentiment que nous construisions quelque chose de réel. C'était il y a 6 ans. J'avais 25 ans et je venais de terminer mon internat en pédiatrie à Mass General. J'étais épuisée, fière et complètement amoureuse de ma profession. Chaque enfant que je sauvais, chaque mère qui me serrait dans ses bras en pleurant des larmes de gratitude, chaque garde de nuit aux urgences où je parvenais à stabiliser un bébé prématuré, tout cela me comblait comme rien d'autre ne le pouvait. Boston était entièrement à moi à l'époque.
Je me promenais dans le Boston Common avec mes amis d'université. Nous mangions des lobster rolls dans le North End. Nous buvions des IPA artisanales dans les brasseries locales de Somerville. Nous nous perdions dans les librairies indépendantes autour de Harvard Square. J'ai loué un petit appartement à Beacon Hill avec des parquets anciens, de grandes baies vitrées et une vue sur une rue bordée d'arbres. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Tout ce que j'avais, je l'avais gagné moi-même. Ma famille venait d'un milieu ouvrier. Mon père travaillait comme mécanicien dans un garage à Dorchester. Ma mère vendait des confitures artisanales le week-end au marché fermier de Copley Square. Ils n'ont jamais eu l'argent pour payer mes frais de scolarité, mais ils m'ont donné quelque chose de mieux. La certitude absolue que je pouvais y arriver, et je l'ai fait. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai décroché ma place à l'hôpital et j'ai commencé à gagner un bon salaire. Je n'étais pas riche, mais je vivais confortablement. Je payais mes factures, j'aidais mes parents, j'économisais un peu chaque mois, et puis j'ai rencontré Thaddeus. C'était à un mariage, la réception d'un cousin éloigné dans un country club à Wellesley. Je ne voulais pas y aller. Je sortais d'une garde de 36 heures et je voulais juste dormir, mais ma mère a insisté, « Allez, ma chérie, tu as besoin d'une pause. C'est toujours le travail, le travail, le travail avec toi. » Alors j'y suis allé, et il était là, Thaddeus. Grand, vêtu d'un costume bleu marine élégant, avec un sourire facile qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Nous avons dansé, nous avons parlé, il m'a fait rire. Il m'a posé des questions sur mon travail et semblait vraiment intéressé. Il m'a parlé de ses projets, terminer son MBA, ouvrir son propre cabinet de conseil, voyager, bâtir un empire. Tout cela semblait si possible. Nous avons commencé à sortir ensemble. Au début, tout était parfait. Dîner dans des restaurants de fruits de mer branchés, promenade le long du port, film à l'AMC, brunch du dimanche à Back Bay. Il suggérait toujours de beaux endroits, et je payais toujours. Ça ne me dérangeait pas. Il était étudiant. J'avais déjà un revenu stable. Ça semblait juste. Une fois que j'aurai terminé mon MBA, tout changera, disait-il. Tu verras, Eloan. Je te donnerai tout ce que tu mérites. Et je le croyais parce qu'il était charmant, parce qu'il me faisait me sentir spécial. Et parce qu'après tant d'années consacrées uniquement à ma carrière, c'était agréable d'être choisi par quelqu'un. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une simple cérémonie en plein air dans les Berkshires. Ma famille, ses amis, un quatuor à cordes, des cocktails, un buffet, de la pure joie. Je portais une robe blanche que j'avais achetée dans une boutique du centre-ville. Elle n'était pas exorbitante, mais je me sentais belle. Thaddeus a pleuré en me voyant remonter l'allée. Tu es l'amour de ma vie, m'a-t-il dit cette nuit-là, et je l'ai cru. Nous avons emménagé ensemble dans mon appartement de Beacon Hill. Il n'avait toujours pas terminé son MBA, mais il en était proche. J'ai continué à travailler à l'hôpital. Mes gardes étaient épuisantes, urgences pédiatriques, nuit, week-end, jours fériés importants. Je rentrais à la maison avec les jambes douloureuses, ma blouse tachée, l'âme fatiguée de voir des enfants malades. Mais Thaddeus était toujours là. Il m'accueillait avec un câlin, me demandait comment s'était passée ma journée, me faisait me sentir choyé. Pendant un certain temps, cela a suffi. Les mois ont passé. Le MBA de Thaddeus s'éternisait. Le professeur conseiller est brutal, disait-il. J'ai besoin de plus de temps pour ma thèse. Je hochais la tête, je comprenais, et je continuais à payer le loyer, les courses, les charges. C'est temporaire, me disait-il. Mais le temporaire s'est transformé en 1 an, puis 2, puis 3. Finalement, Thaddeus a terminé son MBA. Il y a eu une petite cérémonie. J'ai acheté des fleurs, pris des photos, les serré dans mes bras avec fierté. Maintenant, chérie, maintenant les opportunités vont affluer, a-t-il dit. Et je l'ai cru à nouveau. Mais les opportunités ne sont jamais venues. Ou peut-être qu'elles sont venues et qu'il ne les a tout simplement pas saisies. Il a commencé à envoyer des CV. Il prétendait que les entreprises ne répondaient pas. Le marché était terrible. Il avait besoin du bon contact pour mettre un pied dans la porte. Pendant ce temps, je continuais à travailler. Double garde, triple garde, marathon d'astreinte de 36 heures, urgence qui me laissait à bout de souffle.
Un petit matin, un garçon de 4 ans a été admis avec une grave pneumonie. Il a failli ne pas s'en sortir. J'ai travaillé sur lui pendant des heures jusqu'à ce que je le stabilise enfin. Quand je suis sorti de cette chambre, il était 6 heures du matin. Ma blouse était trempée de sueur et de larmes qui n'étaient pas les miennes. Je suis rentré à la maison et Thaddeus dormait. La cuisine était en désordre. Sa vaisselle du petit déjeuner de la veille était encore sur le comptoir. Je me suis assise sur le canapé, j'ai regardé autour de l'appartement, mon appartement, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était une question. Qu'est-ce que je construis exactement ici? J'ai serré le minuscule stéthoscope en argent que je portais toujours sur moi. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma douce enfant. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas être forte. Je voulais être aimée. Je voulais sentir que mes efforts valaient quelque chose. Je voulais croire que Thaddeus changerait. Et puis il s'est réveillé. Il est sorti de la chambre, les cheveux en désordre, un sourire endormi sur le visage. Bonjour, chérie. Comment s'est passée ta garde? Je l'ai regardé et j'ai décidé de continuer à y croire, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité, parce qu'il restait encore un peu de lumière, même si elle commençait à faiblir. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un de tout votre cœur pour découvrir qu'il n'a jamais été celui que vous pensiez? Les fissures n'arrivent pas en hurlant. Elles arrivent en silence. Dans de minuscules détails que vous ignorez parce que vous ne voulez pas les voir. Dans des commentaires désinvoltes qui vous mettent mal à l'aise, mais que vous justifiez parce que, ils ne le pensaient pas comme ça. Dans des gestes qui blessent, que vous enterrez parce que prétendre que tout va bien est tout simplement plus facile. La première fissure s'est produite un mercredi. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. J'avais enchaîné les gardes à l'hôpital. Une vilaine épidémie de grippe avait submergé les urgences pédiatriques, et nous étions débordés. Des enfants avec des fièvres fulgurantes, des bébés déshydratés, des mères désespérées. J'avais travaillé près de 48 heures d'affilée. Quand je suis rentré à la maison, il était 21 heures. Mon corps était anéanti. Mes pieds, mon dos, ma tête, tout me faisait mal. Je voulais juste prendre une douche, manger un morceau et m'effondrer dans mon lit. J'ai déverrouillé la porte de l'appartement. Thaddeus était dans le salon avec 3 amis. Il y avait des bouteilles de bière partout sur la table basse, des chips, des rires bruyants. Un match des Patriots hurlait à la télévision. L'endroit sentait la fumée de cigarettes électroniques renfermées. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, mon sac médical dans une main et mes clés dans l'autre. Thaddeus m'a vu et a souri. Et chérie, tu es de retour. Viens dire bonjour au gars. Les 3 hommes m'ont regardé. L'un a levé sa bouteille de bière dans un toast moqueur. Les 2 autres se sont immédiatement retournés vers l'écran. Je voulais juste qu'ils partent, mais j'ai forcé un sourire, j'ai fait un signe de la main et je suis allé directement à la chambre. J'ai fermé la porte, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé mes baskets tachées, mes mains tremblantes. Puis j'ai entendu les rires du salon, bruyants, insouciants, totalement détachés de ma réalité. J'ai enlevé ma blouse, je suis entré dans la douche et j'ai laissé l'eau bouillante me brûler la peau. J'ai pleuré un peu, sans vraiment savoir pourquoi. Quand je suis sorti, enroulé dans une serviette, Thaddeus est entré dans la chambre. Et chérie, tu as de l'argent liquide? Les gars et moi, on commande des pizzas. Je l'ai dévisagé. Il avait ce sourire de gamin que je trouvais autrefois attachant, qui me semblait maintenant incroyablement négligent. Tu n'en as pas, ai-je demandé. Non, je suis à sec. Mais tu viens de... Attends, non, je venais d'être payé. Mon salaire bi-hebdomadaire en tant que pédiatre à masse générale. De l'argent que j'avais gagné en travaillant des gardes qui m'avaient littéralement coupé le souffle. J'ai ouvert mon sac à main, j'ai sorti un billet de $50 et je le lui ai tendu. Merci, chérie. Tu es la meilleure. Il m'a embrassé rapidement sur la joue et est sorti. Je suis resté là, trempé, épuisé, avec une étrange pression dans la poitrine. Ce n'était pas de la rage. Pas encore. C'était un profond malaise, mais je l'ai refoulé, je l'ai enterré et j'ai mis mon pyjama. Les fissures ont continué à apparaître. Une semaine plus tard, Thaddeus m'a demandé de l'argent pour un cours de certification en marketing numérique.
$200. C'est un investissement, Eloan. Ça va m'ouvrir des portes. Je le lui ai donné. Il n'a plus jamais mentionné le cours. Un mois plus tard, il avait besoin de $100 pour un diplôme en ligne reconnu par les entreprises technologiques internationales. Je le lui ai donné. Le diplôme n'a plus jamais été mentionné non plus. Mais les sorties avec ses amis, c'était les bières du mercredi soir, les dîners du vendredi, les marathons de jeux vidéo du samedi jusqu'à l'aube. Et je continuais à travailler, à sauver des vies, à payer absolument tout. La deuxième fissure était pire. C'était un samedi. J'avais un rare jour de congé. J'ai décidé de faire quelque chose de spécial. J'ai fait le grand ménage dans l'appartement, je suis allé au marché local, j'ai acheté des ingrédients frais et j'ai fait mijoter une pointe de poitrine de bœuf, le plat préféré de Thaddeus. J'ai passé toute la matinée dans la cuisine. J'ai haché des oignons, préparé le bouillon et laissé la viande mijoter pendant des heures. L'appartement sentait incroyablement bon. J'ai mis la table avec soin, servi les assiettes et réchauffé du pain artisanal. Thaddeus est rentré à 15 heures. Il a dit qu'il revenait d'un déjeuner de réseautage avec un partenaire commercial potentiel. Il n'a pas demandé ce que j'avais cuisiné. Il n'a pas mentionné que ça sentait bon. Il s'est assis, a attrapé son iPhone et a commencé à manger tout en tapant furieusement des SMS. Comment s'est passée la réunion, ai-je demandé. Bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien de concret pour l'instant. Il a continué à fixer son écran, mâchant sans lever les yeux vers moi. J'ai mangé en silence. Chaque bouchée avait le goût de la déception. Quand il a fini, il a laissé son assiette sur la table et est allé dans le salon. Il a allumé la télé. J'ai débarrassé la table, fait la vaisselle et rangé les restes. Alors que mes mains s'enfonçaient dans l'eau chaude savonneuse, j'ai senti quelque chose en moi commencer à se fracturer, mais je n'étais toujours pas prête à l'admettre. La troisième fissure était différente. Elle s'est produite à l'hôpital. J'étais dans le salon des médecins, en train de manger un triste sandwich entre deux consultations. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS automatique de ma banque. Transaction refusée. Fonds insuffisants. J'ai froncé les sourcils. Ça n'avait aucun sens. Je venais d'être payé. J'avais de l'argent sur mon compte d'épargne. Je n'avais fait aucun achat important. J'ai ouvert mon application bancaire et mon estomac s'est noué. Quelqu'un avait transféré $500 de mon compte d'épargne à mon compte courant, et de là, quelqu'un avait fait un retrait de $450 en espèces à un distributeur automatique. Je n'avais pas fait ce virement. Je n'avais pas retiré cet argent, mais je savais exactement qui l'avait fait. Thaddeus était le seul à avoir accès à ma carte de débit. Je la lui avais donnée il y a des mois quand il a dit qu'il avait besoin d'acheter quelque chose d'urgent alors que j'étais coincé aux urgences. Je ne l'ai jamais redemandé. Et maintenant, il avait pris près de $500 sans dire un mot. Mes mains tremblaient. J'ai composé son numéro. Il a sonné 3 fois avant qu'il ne décroche. Quoi de neuf, chérie, a-t-il dit, sa voix complètement désinvolte. Thaddeus, as-tu pris de l'argent sur mon compte? Il y a eu une pause. Oh, oui, j'ai oublié de te le dire. J'avais besoin de payer quelques trucs. Quels trucs? Des trucs personnels, Eloan, ce n'est pas grave. C'est à peine $500. Oui, je sais combien c'est. Tu l'as pris de mon épargne. Je sais, chérie, mais quelque chose d'urgent est arrivé. Ne sois pas en colère. Je te le rembourserai la semaine prochaine. Je dois y aller. Je suis occupé. Et il a raccroché. Je suis resté là, dans le salon des médecins, avec un sandwich à moitié mangé et mon téléphone à la main. Et pour la toute première fois, je n'ai pas cherché d'excuses. Je n'ai pas cherché de justification. J'ai seulement trouvé de la rage. Je suis rentré ce soir-là. Thaddeus regardait une série Netflix sur le canapé en mangeant des bretzels. Et chérie, a-t-il dit sans tourner la tête. J'ai laissé tomber mon sac près de la porte, je me suis approché et je me suis assise à côté de lui sur le canapé. Il faut qu'on parle, ai-je dit. De quoi? De l'argent. Il a soupiré, a mis la télé en pause et m'a regardé avec une expression que je commençais à trop bien connaître. Le regard d'un adolescent réprimandé.
Je t'ai déjà dit que je te rembourserai, Eloan. Ce n'est pas seulement ça. Tu ne me l'as même pas demandé. Tu l'as juste pris. Parce que je savais que tu en ferais tout un drame. Un drame? Thaddeus. C'est mon argent, mon travail, mes économies. Notre argent, a-t-il corrigé. Nous sommes mariés. Je l'ai fusillé du regard. Mais je suis la seule qui travaille vraiment. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant, rempli de vérités qu'aucun de nous ne voulait dire à voix haute. Thaddeus a pincé les lèvres. Tu sais quoi, Eloan? J'en ai tellement marre que tu me le jettes à la figure tout le temps. Je n'ai pas dit un mot. Tu n'as pas besoin de le faire. C'est sur ton visage, dans ton ton et dans tout ce que tu fais. Tu agis comme si tu étais une sorte de victime tragique. Une victime? Oui. Comme si je ne faisais absolument rien. Comme si je ne réseautais pas, comme si je n'essayais pas. Je suis restée silencieuse parce que la vérité honnête était que je sentais vraiment qu'il n'essayait pas, mais je ne l'ai pas dit. Thaddeus s'est levé brusquement. Tu sais quoi? Laisse tomber. Je sors. J'ai besoin d'air. Il a attrapé sa veste et est sorti de l'appartement en trombe, laissant la porte entr'ouverte. Je suis resté seul dans le salon, l'écran de télévision en pause brillant dans la pénombre. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti le petit stéthoscope en argent. Je l'ai serré fort. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma douce enfant. Mais cette nuit-là, je ne me sentais pas forte. Je me sentais complètement isolée. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si être avec quelqu'un qui vous fait sentir seul n'est pas infiniment pire que d'être réellement seul. Il y a une énorme différence entre ne pas voir et refuser de voir. Je n'étais pas stupide. J'étais médecin. J'étais hautement qualifié pour observer, analyser et diagnostiquer. Je savais lire les symptômes invisibles, détecter les schémas, anticiper les crises. Mais quand il s'agissait de ma propre vie, j'ai choisi l'aveuglement. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que reconnaître la vérité signifiait prendre des décisions pour lesquelles je n'étais pas encore émotionnellement prête. Alors j'ai fait ce que beaucoup de femmes font quand elles sentent leur monde s'écrouler. J'ai fait comme si de rien n'était. Et pendant que je faisais semblant, j'ai commencé à économiser, observer et documenter sans qu'il le sache. Tout a changé après la nuit où il a pris de l'argent sur mon compte sans me le dire. Il est rentré 3 heures plus tard en agissant comme si de rien n'était. Il s'est excusé avec ce sourire épuisé qu'il utilisait quand il savait qu'il avait dépassé les bornes. Je suis désolé, chérie. Je suis juste stressé. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête parce que c'était plus facile, mais quelque chose en moi avait fondamentalement changé. Cette nuit-là, après que Thaddeus se soit endormi, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai sorti les relevés des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement le virement de $500. Il y avait plus, beaucoup plus. De petits retraits que je n'avais pas suivis. $30 par-ci, $50 par-là, $80 à un distributeur. Des virements vers des comptes Venmo que je ne reconnaissais pas. Des frais dans des bars, des magasins de jeux vidéo, sur DraftKings et des applications de paris sportifs. J'ai fait le calcul dans ma tête. En 6 mois, Thaddeus avait flambé plus de $3000 de mon argent. $3000, l'équivalent de près d'un mois entier de mon salaire net. Je me suis assise dans le lit, le téléphone tremblant dans ma main, sentant l'air abandonner complètement mes poumons. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai pris des captures d'écran de tout, de chaque virement, de chaque retrait, de chaque dépense douteuse. Je les ai toutes sauvegardées dans un dossier caché protégé par un mot de passe sur mon téléphone. Je l'ai nommé « Dossier médico-hospitalier ». Thaddeus ne fouinerait jamais, jamais dans un dossier avec ce nom. À partir de ce jour, j'ai commencé à l'observer sous un angle complètement différent. Je n'étais plus seulement sa femme. J'étais une enquêtrice dans ma propre maison. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais précédemment ignorées. Comment Thaddeus ne ramenait jamais de carte de visite de ses partenaires potentiels, ne mentionnait jamais de nom réel, ne discutait jamais de propositions commerciales concrètes. Chaque fois que je demandais, il était incroyablement vague. C'est sous accord de non-divulgation, chérie. Tu sais comment fonctionne le monde de la technologie d'entreprise.
Je n'argumentais plus. Je hochais simplement la tête et je le classais mentalement. Un vendredi, j'ai décidé de faire une expérience. J'ai dit à Thaddeus que j'avais une garde enchaînée à Masse Générale et que je ne serais pas à la maison avant samedi après-midi. C'était un mensonge. Ma garde se terminait à 18h. À 19h, j'ai tranquillement monté les escaliers de notre immeuble. J'ai déverrouillé la porte sans faire de bruit. Thaddeus était dans le salon, mais il n'était pas seul. 2 autres gars étaient avec lui. L'un vapotait. L'autre avait un MacBook ouvert sur la table basse. Éparpillés autour, il y avait des canettes de bière vides, des liasses de billets et ce qui ressemblait à des bulletins de paris imprimés. Thaddeus était penché sur l'ordinateur portable, fixant l'écran avec une anxiété intense. « Allez, mec. Valide le pari. L'écart est sur le point de changer, a insisté l'un des gars en riant. Si tu foires celui-ci aussi, tu es foutu. Ta femme va te tuer. Thaddeus a laissé échapper un rire nerveux et faux. Elle ne le saura jamais. Elle travaille 24h24, 7h7. Elle n'y voit que du feu. J'ai refermé la porte silencieusement, suis redescendu et me suis dirigé vers le Starbucks au coin de Charles Street. Je me suis assise près de la fenêtre, j'ai commandé un americano que je n'ai pas touché, et j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais surprise, mais parce que j'avais enfin la confirmation absolue de ce que mon instinct me hurlait. Thaddeus ne cherchait pas de travail. Il ne bâtissait pas un empire. Il jouait. Il jouait mon argent et mentait sur chaque aspect de sa vie. Je suis rentré à l'appartement à 23h, agissant comme si j'étais épuisé, comme si je venais vraiment des urgences. Thaddeus était au lit, scrollant sur son téléphone. « Et chérie, comment s'est passée la garde ?»« Brutal, ai-je dit. Juste brutal. » Je suis entré dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé tout ce dont j'avais été témoin dans une note détaillant l'heure exacte et les citations. Vendredi 14 octobre, 19h15. Thaddeus à la maison avec 2 hommes plaçant des paris sportifs. Citation, elle travaille 24h24, 7h7. Elle n'y voit que du feu. J'ai déplacé la note dans le dossier médico-hospitalier. Les jours suivants furent surréalistes. J'ai joué le rôle de la même vieille Eloan. Je suis allé à l'hôpital. J'ai cuisiné. J'ai fait le ménage. J'ai payé la facture internet. Mais intérieurement, j'étais une personne complètement différente. Je voyais tout de manière stratégique. Quand Thaddeus m'a demandé de l'argent pour l'essence, je lui ai fait un Venmo, mais j'ai fait une capture d'écran de la transaction. Quand il m'a dit qu'il avait un entretien à Cambridge, j'ai souri et je lui ai souhaité bonne chance, puis j'ai vérifié sa position en temps réel. Il y a des mois, il avait partagé sa position avec moi indéfiniment, pour que je ne m'inquiète pas quand il sortait tard. Il n'a jamais imaginé que je l'utiliserais pour ça. J'ai découvert que les entretiens d'embauche étaient entièrement fictifs. Parfois, il était dans l'appartement d'un copain à Souty. D'autres fois, il était dans des bars sportifs. Une fois, il a passé 6 heures au casino encore à Everett. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste pris des captures d'écran et je les ai ajoutées au dossier. Un après-midi, en retournant le matelas pour nettoyer, j'ai trouvé une boîte à chaussures cachée profondément sous le cadre du lit. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des piles de bulletins de paris perdants, des reçus de bar, des tickets de prêteurs sur gage et un petit carnet Moleskine noir. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. C'était un registre manuscrit de dettes, de noms, de dates et de montants. Thaddeus devait de l'argent à 5 personnes différentes. Un total de $5000. J'ai eu le souffle coupé. J'ai pris des photos haute résolution de chaque page, de chaque reçu, de chaque bulletin. Puis j'ai tout remis exactement où je l'avais trouvé et je suis sorti de la chambre comme si de rien n'était. Ce soir-là, Thaddeus est rentré tard. Il sentait fortement la bière pression et ses yeux étaient injectés de sang. « Où étais-tu » ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Avec un client potentiel, on a pris quelques verres. « Oh, c'est bien. » Il a souri, s'est approché et m'a embrassé sur le front. « Tu es la meilleure, Eloan. Sérieusement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Puis il est allé dormir. Je suis resté sur le tapis du salon. J'ai fouillé dans ma poche pour le stéthoscope en argent.
Je l'ai serré si fort que le métal s'est enfoncé dans ma paume. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma douce enfant. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu l'impression que ma grand-mère avait raison, parce que je ne pleurais plus. Je n'étais pas confuse. Je documentais. Je me préparais. Et bien qu'il n'en ait aucune idée, j'avais déjà commencé à construire le dossier médical le plus important de ma vie. Le dossier exact que j'utiliserai pour effectuer l'extraction chirurgicale ultime et récupérer ma liberté. Des semaines ont passé. Je continuais à faire mes heures à masse générale, à sauver des enfants, à être le docteur Elohan, professionnel respecté, hyper concentré. Mais à la maison, j'étais une tacticienne. J'ai sauvegardé chaque confirmation de paiement de loyer à mon nom. J'ai sauvegardé chaque reçu d'épicerie lié à ma carte. J'ai archivé chaque facture de service public, Eversource, National Grid, Xfinity, tout enregistré uniquement à mon nom. J'ai discrètement ouvert un nouveau compte courant dans une autre coopérative de crédit dont il ne savait rien. J'y ai détourné un petit pourcentage de mon dépôt direct. Pas grand-chose, juste assez pour construire un filet de sécurité. Et j'ai continué à accumuler des captures d'écran de ses SMS WhatsApp demandant des renflouements, de son historique de localisation, de ses retraits au distributeur, parce que mon instinct savait que l'implosion approchait, et quand elle arriverait, j'allais être armé jusqu'aux dents. Une nuit, Thaddeus a passé son bras autour de moi dans le noir. « Je t'aime, Elohan » a-t-il marmonné d'une voix endormie. « Je t'aime aussi » ai-je répondu en pilote automatique. Mais je n'étais plus sûr que ce soit vrai. Parce que l'amour ne peut pas survivre uniquement de mots. Il nécessite des actions, du respect, de la réciprocité, et Thaddeus ne me donnait rien de tout cela. J'ai fermé les yeux, et pour la toute première fois, j'ai imaginé un avenir sans lui. Un avenir où je n'aurais pas à porter de masque dans ma propre maison, où je n'aurais pas à cacher des preuves financières sur mon téléphone, où je pourrais respirer sans une enclume sur ma poitrine. Et cet avenir, aussi terrifiant qu'il puisse paraître, commençait à me sembler beaucoup plus réel que mon présent. La vérité ne vous frappe jamais d'un seul coup. Elle arrive par fragments, des pièces de puzzle que vous devez assembler avec des doigts en sang, et chaque pièce coupe plus profondément que la précédente. Je l'enquêtais en silence depuis 3 mois. 3 mois à accumuler des preuves, à jouer l'épouse compréhensive tout en me décomposant de l'intérieur. Mais je n'avais toujours pas l'image complète. Je ne comprenais toujours pas à quel point la pourriture était profonde jusqu'à un mardi. J'avais l'après-midi de libre, une anomalie dans mon emploi du temps des urgences. J'ai décidé de faire des courses, d'aller chez Trader Joe's, de récupérer mon linge au pressing. Quand j'ai eu fini, il n'était que 16 heures. Thaddeus ne m'attendait pas à la maison avant 19 heures. Il pensait que ma garde se terminait tard. J'ai monté les escaliers du Brownstone, trimballant de lourds sacs en toile. En poussant la porte, j'ai entendu sa voix. Il faisait les 100 pas dans le salon, au téléphone. Il avait l'air frénétique, presque paniqué. Il ne m'a pas entendu entrer. J'ai délicatement posé les sacs sur le parquet et je me suis figé dans le couloir, écoutant. Je sais, mec. Je sais. Je t'ai dit que j'aurais l'argent cette semaine. Pause. Non, je n'ai pas la somme totale aujourd'hui, mais je peux te virer la moitié. Je le jure devant Dieu. Pause. Écoute, ma femme est payée vendredi. Dès que son dépôt direct arrive, je te le transfère. Je te le promets. Mon sang se glaça. Oui, elle a un super boulot. Elle est médecin. Ce ne sera pas un problème. J'ai arrêté de respirer. Je te le dis, c'est garanti vendredi sans faute. Je t'enverrai les 1000 et le reste le vendredi suivant. D'accord, c'est bon. Merci, mec. Il a raccroché. Il s'est laissé tomber sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. J'ai reculé d'un pas lent et complètement silencieux. Je suis sorti de l'appartement, j'ai refermé la porte sans un bruit, j'ai descendu les escaliers et je me suis assise sur le perron de l'immeuble, mes genoux tremblant violemment. $1000, puis encore 1000. $2000 de mon salaire qu'il avait déjà promis à un bookmaker, sans me le demander, sans me le dire, me traitant comme rien de plus qu'un distributeur automatique ambulant. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le faire tomber sur les pavés. J'ai ouvert mon application de messagerie, j'ai tapé le nom de la banque dans la barre de recherche, et il était là.
Un email d'il y a 3 jours que j'avais manqué parce que j'enchaînais les gardes de nuit. Objet, votre demande de prêt personnel a été approuvée. Je l'ai ouvert, mon cœur battant contre mes côtes si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Cher Eloan, votre demande de prêt personnel d'un montant de $5000 a été approuvée. Les fonds seront déposés sur votre compte courant le 18 octobre. Non, 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 non. Je n'ai jamais demandé de prêt personnel. Je me suis précipité pour ouvrir mon application bancaire, me connectant avec FaceID, et il était là, une nouvelle ligne, un prêt personnel à mon nom pour $5000. Approuvé. Dépôt en attente. Thaddeus avait mon mot de passe bancaire en ligne. Je le lui avais donné il y a près d'1 an quand il avait besoin de vérifier un numéro de routage alors que j'étais en pleine chirurgie traumatique. Je n'ai jamais changé le mot de passe et maintenant il avait contracté une dette de $5000 à mon nom sans dire un mot. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai appelé le service client de la banque. Ma voix était totalement instable. J'ai été mise en relation avec un agent. Bonjour. C'est le docteur Eloan. J'ai besoin d'informations immédiates concernant un prêt personnel qui vient d'apparaître sur mon compte. Le représentant a consulté mon dossier. Oui, docteur. Votre prêt a été approuvé il y a 3 jours. Les fonds devraient être versés sur votre compte demain matin. Puis-je l'annuler? L'annuler? Eh bien, vous devriez vous rendre dans une agence physique pour déposer une rétractation formelle. Mais une fois que les fonds sont déboursés, il ne peut pas simplement être annulé. Vous pouvez le rembourser immédiatement, mais vous devrez payer les frais de dossier et les intérêts de résiliation anticipés. J'ai fermé les yeux très fort. Qui a soumis la demande? La demande a été soumise numériquement via votre profil bancaire en ligne vérifié, docteur. À quelle heure? Le 15 octobre. À 11h47. Le 15 octobre. À 11h47. J'étais en salle d'opération à Masse Générale, en train d'opérer une petite fille pour une appendicite rompue. Et Thaddeus était assis sur notre canapé, usurpant mon identité pour contracter un prêt afin de couvrir ses dettes de jeu. Merci, ai-je dit d'une voix rauque et j'ai mis fin à l'appel. Je suis resté assis sur le perron. Je ne sais pas combien de temps. Les piétons passaient. Les voisins entraient et sortaient. Certains me faisaient signe. Je hochais la tête mécaniquement en retour. De l'extérieur, j'avais l'air d'une professionnelle fatiguée qui prenait une pause. À l'intérieur, toute ma fondation s'effondrait. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai attrapé le stéthoscope en argent. Je l'ai serré si fort que le métal a meurtri ma peau. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma douce enfant. Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais violée, utilisée, vidée. Finalement, mes jambes se sont souvenues comment fonctionner. Je me suis levé, je suis rentré, j'ai attrapé les sacs de Trader Joe's dans l'entrée. Thaddeus était dans la salle de bain principale. J'entendais la douche couler. J'ai mis les courses sur le comptoir de la cuisine, j'ai mécaniquement placé les denrées périssables dans le réfrigérateur. Puis, je suis entré dans la chambre, je me suis assise sur le bord du matelas et j'ai attendu. 10 minutes plus tard, Thaddeus est sorti de la salle de bain, une serviette nouée bas sur la taille, ses cheveux mouillés dégoulinant, sifflant une chanson pop. Il m'a vu assise sur le lit et a souri. Et chérie, je ne t'ai pas entendu rentrer. Je l'ai regardé et pour la toute première fois depuis des mois, j'ai laissé tomber le masque. Il faut qu'on parle, ai-je dit, mon ton glacial. Son sourire a vacillé. De quoi? Du prêt. Il s'est figé. Quel prêt? Le prêt personnel de $5000 que tu as demandé frauduleusement à mon nom sans me le dire. Le silence dans la pièce est devenu assourdissant. Thaddeus a passé une main dans ses cheveux mouillés et a regardé le parquet. Eloan, j'allais te le dire dès que l'argent arriverait sur le compte. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, Thaddeus. C'est une usurpation d'identité. Tu as contracté un prêt à mon nom. Ce n'est pas une fraude. Nous sommes mariés. Ce sont des biens matrimoniaux. Je me suis levé et j'ai fait un pas vers lui. Ce n'est pas notre argent. C'est mon crédit. C'est moi qui travaille. C'est moi qui paie les factures. C'est moi qui serai légalement responsable du remboursement de ce prêt. Je sais, Eloan,
mais j'ai eu une énorme urgence. Quelle urgence? Il n'a pas répondu. Quelle urgence, Thaddeus? Sa mâchoire s'est crispée. J'ai une dette. De combien? 3000. Et les deux autres? D'autres paris sportifs. Je l'ai regardé droit dans les yeux jusqu'à ce qu'il ne puisse plus soutenir mon regard. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Je me tenais devant l'homme que j'avais épousé, regardant les 6 dernières années de ma vie se désintégrer en poussière. Depuis combien de temps tu joues? Ai-je demandé, ma voix tremblant enfin. Ce n'est pas ce que tu penses. Depuis combien de temps, Thaddeus? 2 ans. Mais ce n'est pas grave. J'ai juste eu une mauvaise passe récemment. Une mauvaise passe? J'ai ri. C'était un son sombre, saccadé, amer. Tu as flambé mon argent pendant 2 ans et tu appelles ça une mauvaise passe. Eloan, écoute-moi. Non, les jeux coupés, ma voix devenant d'acier. J'en ai fini de t'écouter. J'en ai fini avec les mensonges. Ce n'étaient pas des mensonges. Je ne voulais juste pas te stresser. J'allais gagner un combiné et régler ça. Tout allait bien se passer. Il a cessé de parler parce qu'il a réalisé qu'il n'y avait absolument rien qu'il puisse dire pour justifier ce qu'il avait fait. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte de la chambre. Où vas-tu? A-t-il demandé, la panique s'insinuant dans sa voix. Dormir sur le canapé. Eloan, ne sois pas comme ça. Je me suis arrêté. J'ai tourné la tête pour le regarder par-dessus mon épaule. Ne sois pas comme ça. C'est ta phrase préférée, n'est-ce pas? Comme si c'était moi le problème. Comme si je réagissais de manière excessive. Mais tu sais quoi, Thaddeus? J'en ai fini de prétendre que tout va bien. Je suis sorti, j'ai claqué la porte, je me suis effondré sur le canapé du salon, serrant le petit stéthoscope en argent contre ma poitrine, et j'ai sangloté. J'ai pleuré pour les années perdues, pour les milliers de dollars brûlés, pour les mensonges absurdes que j'avais avalés tout rond, pour la fille que j'étais avant de le rencontrer, et pour la femme vidée que j'étais devenue. Mais quelque part au milieu de ces larmes, l'alchimie du chagrin a changé, parce que je n'étais plus seulement triste. J'étais absolument furieuse. Et cette nuit-là, j'ai appris que la fureur juste est infiniment plus puissante que la douleur. Il y a des coordonnées exactes dans votre vie qui changent votre trajectoire pour toujours. Des moments qui tranchent brutalement votre chronologie en un avant et un après. Pour moi, ce moment est arrivé 3 semaines après l'incident du prêt. 3 semaines où Thaddeus et moi avons existé comme des fantômes hostiles hantant le même appartement de Beacon Hill. Il dormait dans le lit. Je dormais sur le canapé. Nous communiquions par syllabes stériles. Bonjour, bonne nuit, rien d'autre. Je continuais à aller à l'hôpital, à payer la facture d'électricité, à faire semblant aux yeux du monde que ma vie était intacte. Mais sous la surface, je construisais tranquillement la guillotine. Puis est arrivé le samedi soir, la nuit où tout a brûlé. Thaddeus m'avait harcelé agressivement pour que j'assiste à un dîner avec ses amis. J'ai refusé plusieurs fois, mais il était implacable. S'il te plaît, Eloan, nous ne sommes pas sortis socialement depuis 1 mois. Les gens vont commencer à se poser des questions. Il se souciait toujours bien plus de son image publique que de ma santé mentale réelle. J'ai finalement accepté d'y aller, non pas pour l'apaiser, mais parce qu'un instinct primitif me disait que je devais être dans cette pièce. La réservation était dans un restaurant ridiculement cher, faiblement éclairé et esthétiquement chargé du quartier de Seaport. Briques apparentes, cocktails artisanaux, assiettes d'huîtres que je ne commanderais jamais pour moi-même car je connaissais la marge. Mais Thaddeus avait insisté, c'est vital, chérie. J'ai besoin de réseauter avec ces gars. Nous sommes arrivés à 20h. 4 personnes étaient déjà assises, 2 couples. Silas et Calliope. Ils travaillaient dans la finance d'entreprise. Elle était une influenceuse lifestyle. Et Gideon et Sarafina. Ils possédaient une agence de relations publiques de niche. Elle était entre 2 passions. Ils ont tous rayonné quand nous nous sommes approchés. Bise en l'air, accolade virile, compliments sur mon pull. J'ai souri, j'ai dit bonjour et je me suis assise. Dès la première seconde, l'énergie semblait toxique. Le dîner a commencé assez normalement. Ils ont commandé un pinot noir cher,
On portait un toast au week-end et on bavardait sur le trafic de Boston, la ligne offensive des Patriots et une série HBO. J'ai à peine parlé. J'ai juste observé. Thaddeus vibrait visiblement d'anxiété. Il tripotait la tige de son verre de vin, changeait agressivement de sujet, évitant activement tout contact visuel avec moi. À mi-chemin de la deuxième bouteille de vin, Silas s'est penché sur son assiette. Alors, Tad, quand vas-tu enfin dévoiler cette énorme start-up technologique dont tu nous parles sans cesse? Thaddeus a laissé échapper un rire aigu et forcé. Bientôt, mec. Bientôt. Je suis juste en train de régler les derniers détails du bacan. Gideon a reniflé. Des détails? C'est toujours des détails avec toi, mon pote. Des rires gênés ont parcouru la table. Je n'ai pas ri. Calliope m'a regardé, ses lèvres parfaitement glossées retroussées en un sourire narquois. Honnêtement, Eloan, comment tu fais pour le supporter? Ça doit être absolument épuisant d'être marié à un tel rêveur. Ce n'est pas un rêveur, ai-je dit, ma voix d'un calme mortel. C'est un joueur. La table est devenue complètement silencieuse. Le bruit ambiant du restaurant sembla s'évanouir. Thaddeus m'a lancé un regard de pur venin non dilué. Eloan, arrête. Je n'ai pas scié. Il a flambé notre argent sur DraftKings, des sites de paris sportifs offshore et des tables de casino pendant 2 ans, et il a perdu. Calliope a lentement posé son verre de vin. Gideon et Silas ont échangé un regard lourd de sens. Sarafina a soudainement trouvé le motif de sa serviette en lin fascinant. Thaddeus s'est à moitié levé de sa chaise. Assez, Eloan. Tais-toi. Tu as trop bu. Je n'ai pas touché à mon verre. Et c'était vrai. Le pinot noir était parfaitement plein devant moi. Silas s'est éclairci la gorge bruyamment. Écoutez les gars, c'est peut-être une conversation que vous devriez avoir à la maison. Il n'y a plus rien à dire à la maison, ai-je dit, ma posture parfaitement droite. Vous savez tous exactement ce qu'il est. Vous préférez simplement la fiction polie. Thaddeus a agrippé le bord de la table, ses jointures blanches. Nous partons tout de suite. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Et puis Gideon, qui était resté silencieux, a laissé échapper un soupir condescendant. Écoute, Eloan, on sait tous que Tad a ses bizarreries. Mais ça ne te donne pas le droit d'émasculer le mec en public. Mes yeux se sont rivés sur lui. L'émasculer? Oui, regarde-le. Pauvre gars. Il est là à se démener, à essayer de réussir. Il a juste eu une mauvaise passe, mais il essaie. Essayer de faire quoi, Gideon? Me mettre en faillite? Gideon a levé les yeux au ciel. Jésus, Eloan, ne sois pas si dramatique. Puis Silas est intervenu, utilisant ce ton spécifique et exaspérant que les hommes utilisent quand ils croient être la voix de la raison profonde. Écoute, on comprend que tu sois stressé, mais Tad, c'est notre pote, et franchement, on pense tous que tu es un peu trop contrôlante. J'ai senti le sang quitter mon visage. Contrôlante? Oui, a renchéri Calliope, enhardi. Tu es toujours à l'hôpital, toujours épuisé, toujours de mauvaise humeur. Le pauvre Thaddeus ne peut même pas respirer sans que tu suives chacun de ses mouvements. Exactement, a marmonné Sarafina. Sans vouloir t'offenser, Eloan, mais parfois on a l'impression que c'est toi qui essaies désespérément de porter la culotte dans la relation. Et puis Thaddeus a parlé. Il a utilisé cette voix parfaitement calibrée et pathétique que je connaissais si intimement. La voix qu'il déployait quand il avait besoin d'être la victime ultime. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est de vivre avec elle. J'ai senti mes poumons se contracter. C'est misérable, a poursuivi Thaddeus, jouant pour son public. Elle ne fait que travailler, travailler, travailler. Elle n'a jamais de temps pour moi. Elle ne veut jamais sortir. Elle ne veut jamais rien faire d'amusant. Elle ne fait qu'accumuler son argent et me faire sentir comme une ordure. Silas a hoché la tête avec sympathie. Je te comprends, mec. C'est dur. Et puis Thaddeus a porté le coup de grâce. Les mots qui ont coupé le dernier fil. Honnêtement, je ne l'ai épousée que par pitié. Personne d'autre ne voulait d'elle. Le monde s'est arrêté net. Le cliquetis de l'argenterie, la musique de jazz, les bavardages, tout s'est évaporé. Il n'y avait que ces mots suspendus dans l'air.
Je ne l'ai épousée que par pitié. Personne d'autre ne voulait d'elle. Et ils ont ri. Calliope, Gideon, Silas, Sarafina, tous. Ricanant à mes dépens. Je suis resté assise, complètement paralysée, sentant quelque chose de fondamental à l'intérieur de ma poitrine se briser en 1 million de morceaux déchiquetés. Thaddeus, encouragé par leur validation, a continué. Sérieusement, je l'ai rencontrée à ce mariage dans un country club et elle était assise toute seule comme une totale perdante. Personne ne lui parlait. J'ai eu pitié. Je me suis dit, quelqu'un doit bien s'occuper d'un cas social. Plus de rire. Puis j'ai découvert qu'elle était médecin et je me suis dit, au moins, c'est une bonne source de revenus. Gideon lui a tapé sur l'épaule. T'es un sauvage, mon pote. Ils ont continué à rire. Tout le monde sauf Sarafina, qui a soudainement levé les yeux et a croisé mon regard, un éclair de profond malaise compatissant traversant son visage. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon verre. Je me suis levé très lentement avec une dignité terrifiante. J'ai pris mon sac à main, j'ai tourné le dos et je me suis dirigé directement vers les toilettes. Je me suis enfermé dans une cabine, je me suis assise sur le couvercle des toilettes fermées et j'ai pris 3 respirations agonisantes et lentes. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. J'ai ouvert la fermeture éclair de mon sac, j'ai sorti le petit stéthoscope en argent et je l'ai serré jusqu'à ce que le métal me morde la chair. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma douce enfant. Et là, sous les lumières fluorescentes crues de la salle de bain de Seaport, la métamorphose finale s'est produite. La douleur s'est évaporée. La tristesse a disparu. Il ne me restait plus que de la clarté, absolue et cristalline. 5 minutes plus tard, j'ai poussé la porte de la salle de bain. J'ai regagné la salle à manger. Ma colonne vertébrale était droite, mon menton haut. Mon cœur était un tambour de guerre. Ils riaient encore, faisant tourner leur vin cher, échangeant des plaisanteries cruelles. Thaddeus m'a vu approcher et a affiché un sourire suffisant. La voilà. La pause dramatique est terminée. J'ai atteint la table. Je ne me suis pas assise. J'ai fouillé dans mon grand sac en cuir et j'ai sorti une épaisse et lourde enveloppe en papier craft. Je l'ai soulevée de quelques centimètres et je l'ai laissée tomber en plein centre de la table. Elle a atterri avec un claquement sec et définitif. Les rires se sont instantanément tus. Thaddeus a fixé l'enveloppe, le front plissé. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, ai-je dit. Ma voix était de glace. Eloan, ne commence pas. Ouvre-la. Il y avait quelque chose de si violemment intransigeant dans mon ton que ses mains ont bougé par instinct. Il a ouvert le fermoir en métal et a vidé le contenu sur la table. Des centaines de pages se sont déversées. Les contrats de location ne portant que ma signature. Chaque facture de service public payée depuis mon compte. Des relevés bancaires abondamment surlignés, traquant chaque retrait non autorisé. Des captures d'écran imprimées de ces SMS WhatsApp désespérés mendiant de l'argent. Des photos claires et haute résolution de ces reçus DraftKings, des tickets de prêteurs sur gage, du carnet noir détaillant sa dette de 5000 $ dans la rue, et juste au-dessus. La documentation bancaire officielle pour le prêt personnel de 5000 $ qu'il avait frauduleusement obtenu en utilisant mon identité. Tout, absolument tout. Le visage de Thaddeus a perdu toute couleur. Il est devenu entièrement gris. Les autres ont regardé l'étalage de documents, leurs yeux s'écarquillant d'horreur en temps réel alors qu'ils comprenaient le calcul. Je me suis penché sur la table, j'ai posé les 2 mains sur le bois et j'ai regardé directement dans les yeux terrifiés de Thaddeus. Je ne t'ai épousé que par pitié, ai-je dit, ma voix tranchant le silence comme un scalpel. Parce que tu es un parasite. Le silence était total. On aurait pu entendre une mouche voler à Seaport. Demain à 10 h, nous signons les papiers du divorce, toi et moi, au bureau de mon avocat. J'ai sorti un dernier morceau de papier de mon sac, une assignation en justice, et je l'ai laissé tomber sur son assiette. Et tu as intérêt à te montrer, Thaddeus, parce que si tu ne le fais pas, je porte ça au département de police de Boston, je dépose des accusations de crime pour usurpation d'identité et je te poursuis devant le tribunal de la famille pour dissipation flagrante des biens matrimoniaux. Je te laisserai avec absolument rien. Thaddeus ne pouvait pas former une syllabe. Ses lèvres bougeaient sans un son. Ses mains tremblaient violemment sur les documents de prêt falsifiés.
Je me suis redressé, j'ai regardé Silas, Calliope, Gideon et Sarafina. Passé une bonne soirée, tout le monde. Je me suis retourné et je suis sorti. J'ai dépassé le pupitre de l'hôtesse, j'ai poussé les lourdes portes en verre et je suis sorti dans la nuit glaciale de Boston. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Parce que finalement, après des années à avaler du poison, à me réduire pour rentrer dans un mariage brisé, j'étais libre. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commandé un Uber et j'ai levé les yeux au ciel. Les lumières de la ville se reflétaient sur les nuages bas au-dessus du port et pour la première fois en une demi-décennie, mes poumons se sont complètement remplis d'air. La nuit la plus longue de ma vie n'a pas été le dîner. C'était l'après. L'Uber m'a déposé à mon appartement de Beacon Hill. En montant ces escaliers, mon corps semblait peser 1000 livres. J'ai déverrouillé la porte, je suis entré et j'ai regardé l'espace qui avait été ma maison pendant 5 ans. Il ne ressemblait plus à une maison. Il ressemblait à une cellule de prison dont je venais de trouver la clé maîtresse. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai laissé mon sac sur le comptoir, je suis allé dans la chambre et j'ai sorti ma plus grande valise rigide. J'ai commencé à y jeter des choses. Pas tout, juste les organes vitaux de ma vie. Mes blouses de masse générale, mes chaussures de clinique confortables, les vêtements que je portais réellement, des photos encadrées de mes parents et le stéthoscope en argent de ma grand-mère. Le reste était des dommages collatéraux. Thaddeus pouvait garder la télé, le canapé, la machine à expresso. Rien de tout cela ne valait une fraction de ma tranquillité d'esprit. À 1h du matin, ma valise était fermée et attendait près de la porte d'entrée. Je me suis assise sur le canapé du salon pour attendre, car je savais que l'ouragan arrivait et je savais que je devais l'affronter. Thaddeus a fait irruption par la porte à 1h30. Il est entré comme une tornade localisée, claquant la lourde porte en bois, jetant ses clés sur la console si fort qu'elles ont rebondi et heurté le parquet. C'était quoi ce bordel, Eloan? C'était un rugissement, un cri alimenté par un ego purement humilié. Je suis restée assise, les mains jointes sur mes genoux, totalement sereine. C'était la vérité, ai-je dit doucement. Tu m'as fait passer pour une psychopathe absolue devant mes amis. Tu as fait ça toi-même. J'ai simplement fourni la bibliographie. Il s'est avancé vers moi en trombe, le visage tordu de rage. Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit de m'humilier comme ça. Je me suis levé, réduisant la distance, le regardant droit dans les yeux. Je n'avais pas le droit? Mais tu avais le droit de dire à une table entière que tu m'as épousé par pitié. Que j'étais un cas social pathétique. De rire de moi pendant que je payais le vin que tu buvais. Je plaisantais. C'était juste des discussions de vestiaire. C'était de la cruauté, Thaddeus. C'était une dégradation publique intentionnelle. Tu es hystérique. Je ne suis pas hystérique. Ma voix s'est finalement brisée comme un fouet, résonnant contre les murs de briques. Chaque once d'agonie refoulée des 5 dernières années a explosé. J'ai porté ton poids mort pendant des années. J'ai financé toute ton existence pendant que tu prétendais construire une carrière. J'ai passé des années à me sentir inadéquate parce que tu as activement travaillé pour que je me sente comme ça. Je n'ai jamais fait ça. Tu l'as fait à chaque fois que tu as volé mon argent. À chaque fois que tu as menti sur ta position, à chaque fois que tu m'as manipulé pour me faire croire que j'étais la folle. À chaque fois que tu m'as fait sentir que je devrais être à genoux en remerciant Dieu qu'un gars comme toi tolère ma présence. Thaddeus a serré les poings. Son visage est devenu rouge foncé. Un éclat terrifiant dans ses yeux. Et maintenant? Tu vas juste m'abandonner. Je t'ai déjà quitté à ce restaurant. Exactement comme tu m'as quitté. Tu ne peux pas faire ça. Je le fais. La paperasse est déposée. Il est resté là, la poitrine haletante. Et puis il a pivoté. La posture agressive s'est dissoute. Ses épaules se sont affaissées. Ses yeux se sont adoucis. Sa voix a baissé d'une octave dans ce registre pathétique et suppliant. Eloan, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai reconnu la tactique immédiatement. C'était la vulnérabilité instrumentalisée. La routine du petit garçon perdu. Je t'aime, a-t-il étranglé, sa voix se brisant parfaitement au bon moment. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai dit des choses impardonnables ce soir.
J'étais ivre. J'essayais juste d'impressionner Silas. Je ne pensais pas un seul mot. Si, tu le pensais. Non, elle. Je le jure devant Dieu. Tu es tout pour moi. Tu es ma femme. Il a fait un pas en avant, tendant les mains vers les miennes. J'ai reculé comme s'il était radioactif. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas falsifié ma signature pour payer un bookmaker. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, Thaddeus. Une erreur, c'est d'oublier de payer la facture d'électricité. Ce que tu as fait, c'est une campagne d'exploitation calculée sur plusieurs années. Et j'ai juste été assez stupide pour la financer. Tu n'es pas stupide. J'ai été une idiote de croire que ton potentiel était réel, de penser que tu me respecterais un jour. Je me suis détourné et j'ai attrapé la poignée de ma valise. Mais je ne suis plus une idiote. Il s'est précipité vers la porte d'entrée, se plantant fermement devant, bloquant physiquement ma sortie. Où crois-tu que tu vas? À Dorchester. Chez mes parents. Et moi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je l'ai regardé avec une indifférence absolue. Je ne sais pas. Et franchement, ce n'est plus de ma juridiction. Tu ne pars pas, a-t-il grondé. Bouge, Thaddeus. Non, tu ne vas pas sortir et ruiner ma vie. Je n'ai pas ruiné ta vie. Tu l'as brûlée toi-même. Si tu sors par cette porte, tout le monde dans mon réseau va penser que je suis un échec total. Et voilà, le fin mot de l'histoire. Il ne se souciait pas de perdre sa femme. Il se souciait de perdre son image. Il se souciait de l'humiliation d'être le type qui s'est fait larguer. Je ne signifiais rien pour lui en dehors de l'utilité que je fournissais. Dégage de mon chemin, ai-je ordonné. Bouge ou j'appelle le 911. Il a laissé échapper un rire sec et méchant. Vas-y, appelle les flics. Quand ils arriveront, je leur dirai que tu m'as agressé. Je leur dirai que tu fais une crise de nerfs à cause du stress de l'hôpital. On verra qui ils croient, le mec calme ou la femme hystérique. Je me suis figé. À ce moment singulier, le dernier masque est tombé. Le type charmant du mariage de Wesley était mort. Le mari vulnérable était un mythe. Debout devant moi se trouvait un prédateur acculé prêt à détruire complètement ma carrière pour protéger son ego. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti mon iPhone, j'ai ouvert l'application mémo vocaux, j'ai appuyé sur le bouton rouge d'enregistrement et je l'ai levé. Thaddeus, ai-je dit fort et clairement. Est-ce que tu me menaces? Je ne te menace pas. Je te dis les faits. Tu déclares explicitement que si j'appelle la police pour quitter mon propre appartement, tu déposeras une fausse plainte pour agression domestique contre moi. Il s'est arrêté. Ses yeux ont filé vers l'écran d'enregistrement. La prise de conscience l'a frappé comme un train de marchandises. Espèce de manipulatrice, a-t-il craché. Je suis une femme instruite, ai-je répondu. Il m'a juste fallu un certain temps pour m'en souvenir. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. J'ai ouvert la bouche et j'ai crié de toutes mes forces. À l'aide. Quelqu'un. Aidez-moi. Les yeux de Thaddeus se sont exorbités de pure terreur. Mais qu'est-ce que tu fous? À l'aide. Il ne me laisse pas sortir. Des bruits de pas ont retenti dans le couloir. Des portes ont grincé en s'ouvrant. Monsieur Abernathy, le professeur à la retraite qui vivait en face, est sorti en robe de chambre. Est-ce que tout va bien là-dedans, docteur a-t-il crié à travers la porte. Il me retient contre ma volonté, ai-je crié en retour, ma voix tremblant maintenant pour de vrai. Il bloque la porte. Ouvrez cette porte immédiatement, jeune homme, ou j'appelle la police de Boston, a aboyé monsieur Abernathy. Thaddeus a serré la mâchoire si fort que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Mais la lâcheté a gagné. Il s'est écarté. J'ai ouvert la porte d'un coup sec, j'ai attrapé ma valise et je me suis précipité dans le couloir. Monsieur Abernathy se tenait là, son téléphone déjà à la main. Vous allez bien, docteur? Oui, ai-je haleté. Merci, monsieur Abernathy. Voulez-vous que j'appelle les autorités? Non, mon père est déjà en route. C'était un mensonge, mais cela garantissait que Thaddeus ne me suivrait pas. J'ai traîné ma valise dans les escaliers, je suis sorti en trombe sur le trottoir et j'ai commandé un autre Uber.
En attendant, j'ai levé les yeux. Thaddeus se tenait à la baie vitrée de notre appartement, me regardant de haut, son visage déformé par l'ombre. Je n'ai ressenti absolument rien. Aucune affection persistante, aucune pitié, aucun regret, juste un soulagement écrasant. L'Uber est arrivé. Où allons-nous ? A demandé le chauffeur. Dorchester, s'il vous plaît. Pendant tout le trajet de 20 minutes, je n'ai pas versé une seule larme. J'ai juste regardé les rues sombres de Boston défiler. Les mêmes rues où j'avais bâti ma carrière, où j'avais perdu ma dignité et où j'étais sur le point de reconstruire toute mon existence. J'ai frappé à la porte de mes parents à 2 heures du matin. Ma mère a ouvert en chemise de nuit en flanelle, se frottant les yeux. « Eloan, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, sur le porche où j'ai grandi, le barrage a cédé. Je me suis effondré dans ses bras et j'ai sangloté. J'ai pleuré pour les années perdues, pour la ruine financière, pour la femme que j'avais laissé devenir. Mais surtout, j'ai pleuré parce que je savais que le pire était passé. J'étais sorti. Les jours suivants se sont déroulés dans un état second. J'ai dormi dans ma chambre d'enfant. Le même papier peint floral délavé, les mêmes trophées sur l'étagère. Ma mère m'apportait du thé à la camomille et des toasts. Mon père n'a pas posé une seule question indiscrète. Il s'est juste assis à côté de moi sur le lit, a posé sa lourde main de mécanicien sur mon épaule et a dit « Tu es en sécurité ici, ma petite ». Mais je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Le deuil pouvait attendre. La stratégie juridique, non. Lundi matin à 9 heures, j'ai appelé Rosalind Sterling, une avocate en droit de la famille notoirement impitoyable de Newbury Street qu'un chirurgien senior de Mass General m'avait recommandé. « Docteur Hay, comment puis-je vous aider ? J'ai besoin d'engager une procédure de divorce hostile immédiatement. Avez-vous des documents ? J'ai une autopsie. » Cet après-midi-là, je suis entré dans son bureau en hauteur. J'ai fait glisser l'épais dossier en papier craft sur son bureau en acajou, relevé bancaire, documents de prêt falsifiés, capture d'écran de SMS, registre de DraftKings et l'enregistrement audio de sa menace de chantage. L'avocate Sterling a examiné les documents en silence, ses sourcils se haussant de plus en plus à chaque page. « Docteur, c'est un bain de sang. C'est blindé. Combien de temps cela prendra-t-il ? Le Massachusetts est un état de répartition équitable. Normalement, les tribunaux divisent les biens à 50-50e. Mais avec ce niveau de dissipation documenté des biens matrimoniaux combiné à l'usurpation d'identité, s'il se bat, nous l'anéantirons au tribunal. S'il se rend, nous pouvons en finir en quelques mois. Lancez la procédure. Pas de médiation, pas de pitié. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai touché le stéthoscope en argent. Je n'avais jamais été aussi certaine de quoi que ce soit de ma vie. Thaddeus a été assigné à l'appartement de Bacon Hill le mercredi. Mon avocate m'a informé qu'il avait signé l'accusé de réception mais était visiblement en détresse. Préparez-vous, m'a averti Rosalind. Les narcissiques escaladent toujours la situation quand ils perdent le contrôle. Elle avait raison. Le bombardement numérique a commencé instantanément. Thaddeus a appelé mon portable 10 fois par jour, puis 20. J'ai bloqué son numéro. Il est passé aux emails. « Eloan, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. C'est insensé. Tu jettes notre mariage par-dessus bord pour une erreur. Mes amis m'ont complètement laissé tomber. Silas ne répond pas à mes appels. Tu as ruiné ma réputation. Si tu ne rappelles pas les avocats, tu vas le regretter. » J'ai fait des captures d'écran de chaque email et je les ai transférées directement à Rosalind. « Excellent, a-t-elle répondu. Nous ajoutons une injonction pour harcèlement au dossier. Quand il n'a pas pu m'atteindre, il a ciblé mon entourage. Il a appelé ma mère. Madame Hay, s'il vous plaît, vous devez parler à Eloan. Elle fait une dépression. Ma mère lui a raccroché au nez. Il a contacté mes collègues. Ma meilleure amie à l'hôpital, le docteur Lyra Chen, m'a appelé en panique. Thaddeus vient de m'envoyer un message privé. Il a dit que tu faisais un épisode psychiatrique grave et que tu avais besoin d'une intervention. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne fais pas de dépression, Lyra. Je divorce d'un abuseur financier. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je le bloque tout de suite. Quoi que tu aies besoin, je suis là.
Cet appel m'a fait réaliser que Thaddeus essayait de contrôler le récit, alors j'ai fait exploser sa campagne de relations publiques. Ce soir-là, j'ai rédigé un unique SMS méticuleusement formulé et je l'ai envoyé en copie cachée à tout notre cercle social élargi. Ma famille et mes collègues de confiance, amis et famille. Je partage ceci pour que vous entendiez la vérité directement de ma part. Thaddeus et moi divorçons. La décision est absolue. Pendant des années, j'ai été la seule source de revenus de notre ménage. Pendant que Thaddeus accumulait secrètement des dettes de jeu massives et a récemment commis une usurpation d'identité en contractant un prêt personnel de $5000 à mon nom. J'ai légalement documenté tout cela. Je ne cherche pas la pitié, seulement la paix. Si Thaddeus vous contacte en prétendant que je suis instable ou malade, sachez que c'est un mensonge manipulateur. Merci de respecter ma vie privée pendant cette transition. Eloan. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé mon téléphone face contre table. 10 minutes plus tard, mon écran s'est allumé de notifications. J'ai toujours su que quelque chose clochait avec lui. On t'aime, elle. Tu es incroyablement courageuse. Dis-moi si tu as besoin d'aide pour déménager. Quel monstre absolu. Je suis tellement désolé. J'ai pleuré. Non pas de chagrin, mais de profonde gratitude. Je n'étais pas seul. Pendant ce temps, le château de cartes de Thaddeus s'est entièrement effondré. Les gars qui avaient ri de moi au restaurant de Seaport ont disparu comme de la fumée. Silas a complètement coupé les ponts. Gideon a bloqué son numéro. Calliope a posté une story Instagram critique citant un livre de développement personnel sur l'élimination des sangsues toxiques de sa vie. Et Sarafina, celle qui n'avait pas ri, m'a envoyé un message privé. Eloan, nous n'avons jamais été proches, mais je veux que tu saches que ce que Thaddeus a dit ce soir-là m'a retourné l'estomac. Je suis tellement désolé de ne pas avoir parlé. Tu es une dure à cuire. J'espère avoir ton courage un jour. J'ai répondu simplement, il n'est jamais trop tard pour le trouver. 2 semaines plus tard, l'avocate Sterling m'a appelé. Bonne nouvelle, docteur. Dites-moi. Le conseil juridique de Thaddeus vient de nous contacter. Ils acceptent un divorce à l'amiable sans contestation. Il a signé l'accord de stipulation. J'étais abasourdi. Tout. Il renonce à toute demande de pension alimentaire. Il renonce à tout droit sur vos comptes de retraite ou le bail de l'appartement. Il accepte l'entière responsabilité de toutes les dettes qu'il a contractées, y compris le prêt frauduleux. Il veut en finir vite. Pourquoi ? Parce que nous avons rappelé à son avocat que si nous passions à la phase de communication des preuves, nous remettrions les documents du prêt au procureur de district pour poursuite pénale pour fraude électronique. Il a peur d'aller en prison. J'ai fermé les yeux. Quand est-ce que je signe ? Vendredi matin. 10 heures. S'éclaircit la gorge ce vendredi-là, je suis entré au palais de justice du comté de Suffolk, dans le centre-ville de Boston. Ma mère me tenait le bras. Thaddeus était déjà assis dans le couloir, devant la salle du magistrat. Il était seul. Pas de copain de fraternité, pas de sourire arrogant. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Son costume était froissé, son visage hagard. Il m'a vu approcher et a faiblement tenté d'établir un contact visuel. Je l'ai regardé droit à travers lui comme s'il était une vitre sale. Nous sommes entrés dans la chambre. Le juge a examiné les dossiers, a frappé son marteau et a officiellement dissous le mariage. Je suis sorti de ce bâtiment, une femme libre, autonome, ressuscitée. Dehors, sur les marches du palais de justice, le soleil de Boston était d'une luminosité aveuglante. L'air du port sentait le sel et les nouveaux départs. Ma mère m'a serré fort dans ses bras. Je suis si fier de toi, ma chérie. Merci, maman. Comment te sens-tu ? J'ai levé les yeux au ciel. Je me sens complètement légère, comme si j'avais porté un rocher attaché à ma poitrine pendant une demi-décennie. Et j'ai enfin coupé les sangles. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai sorti le stéthoscope en argent, le laissant capter la lumière du soleil. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma douce enfant. Grand-mère avait raison. Le karma n'arrive généralement pas avec une fanfare. Il s'insinue comme une ombre, attendant patiemment qu'il soit temps de présenter la facture. Thaddeus l'a appris à ses dépens. 3 mois après le divorce, ma vie avait trouvé un rythme magnifique.
L'appartement de Bécon, il était entièrement à moi. J'ai changé les serrures, j'ai repeint le salon d'un bleu écume de mer serein, j'ai acheté des plantes monstra luxuriantes et j'ai ouvert grand les baies vitrées pour laisser entrer la brise de la Nouvelle-Angleterre. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ma maison était un sanctuaire. À masse générale, je parcourais les couloirs avec une gravité renouvelée. La pitié des premiers temps s'était transformée en profond respect. « Docteur Hay, vous êtes une véritable légende », m'a dit une jeune interne en chirurgie dans l'ascenseur. « Vous avez prouvé qu'on n'est pas obligé de tolérer d'être traité comme un paillasson juste pour sauver les apparences. » Je lui ai souri. Il ne s'agit pas d'être sans peur. Il s'agit de reconnaître quand le poids mort de quelqu'un d'autre vous entraîne vers le fond et d'avoir l'audace de le laisser se noyer au lieu de couler avec lui. Thaddeus, cependant, sombrait rapidement. Boston est une grande ville, mais les cercles professionnels et sociaux sont incestueusement petits. La nouvelle de ce qu'il avait fait, le jeu, la fraude, l'esclandre de Seaport, s'est répandue comme un virus. D'abord, la dette l'a englouti. J'ai vu un post sur un groupe Facebook communautaire de South Boston. Quelqu'un sait où Thaddeus Thorne loue actuellement? Le gars doit beaucoup d'argent à mon cousin. Quelqu'un a commenté en dessous, il a été expulsé de sa sous-location le mois dernier. A pris la fuite. Sans mon salaire pour subventionner sa vie, il ne pouvait pas payer de loyer. Ensuite, sa réputation professionnelle est devenue radioactive. Chaque fois qu'il postulait pour un emploi en entreprise, quelqu'un faisait une vérification de référence officieuse. Personne ne veut embaucher un gars dont l'ex-femme a dû le menacer légalement de poursuites pour usurpation d'identité criminelle. Troisièmement, sa propre famille l'a découvert. Quelques mois après la signature des papiers, sa mère est venue à masse générale. Elle m'attendait dans le hall. J'ai hésité, mais j'ai accepté de prendre un café avec elle à la cafétéria. « Eloan » a-t-elle dit, ses mains tremblant autour de son gobelet en carton. J'ai entendu ce qui s'est passé. Les dettes, la façon dont il vous a parlé. J'ai tellement honte. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour lui, Madame Thorne. C'est un homme adulte. J'ai l'impression que nous vous avons fait défaut. Nous vous avons accueilli dans notre famille et nous ne vous avons pas protégé. J'ai secoué la tête. Vous ne m'avez pas fait de mal. C'est lui qui l'a fait. Elle a essuyé une larme. Pensez-vous qu'il pourra un jour aller mieux? Les gens peuvent changer, ai-je dit doucement. Mais seulement s'ils sont forcés de s'asseoir dans les cendres des feux qu'ils ont allumés. Le dernier acte du karma s'est produit il y a 2 semaines. Je marchais sur Boylston Street après avoir emprunté des livres à la bibliothèque publique de Boston et je l'ai vu. Il était assis sur un banc public près de Copley Square. Il portait une veste délavée, fixant le trottoir d'un air absent. Il avait l'air épuisé, vaincu, entièrement brisé. Il a levé les yeux et nos regards se sont croisés. Il s'est figé. Il a détourné le regard instantanément, fixant ses chaussures. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas ressenti une vague de joie vengeresse. Je n'ai ressenti absolument rien. C'était juste un étranger sur un banc. Un fantôme d'une vie antérieure. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, je me suis préparé une tisane et je me suis assise dans mon fauteuil de lecture surplombant la rue pavée. J'ai posé le stéthoscope en argent sur la table d'appoint. L'univers a une façon incroyablement poétique d'équilibrer la balance. Ma vengeance n'a pas été de ruiner la vie de Thaddeus. Ma vengeance a été de simplement me retirer et de laisser les conséquences naturelles de son propre caractère horrible le détruire. Il a perdu ses amis parce qu'il les a utilisés. Il a perdu sa maison parce qu'il s'y sentait en droit. Il a perdu sa réputation parce qu'il l'a sacrifiée pour un pari rapide. 1 an après le divorce, ma vie m'appartient entièrement. J'ai été promu chef du service des urgences pédiatriques à masse générale. Non pas parce que les gens avaient pitié de moi, mais parce que j'ai investi toute cette énergie redirigée dans ma carrière. Ma relation avec mes parents est plus forte que jamais. Je vais à Dorchester tous les dimanches pour dîner. Mon père me serre toujours fort dans ses bras et dit, « On a toujours su que tu avais une colonne vertébrale d'acier. » J'ai commencé à suivre une thérapie. Le docteur Mercer, une brillante psychologue de Brookline, m'a aidé à dénouer le nœud de pourquoi j'étais resté si longtemps. « Eloan, vous n'étiez pas stupide, m'a-t-elle dit lors d'une séance. Vous étiez farouchement loyal.
Mais la loyauté devient toxique lorsqu'elle exige que vous vous immoliez par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Cette phrase a changé ma vie. La semaine dernière, j'étais dans le salon des médecins. Une jeune interne de première année, épuisée, nommée Lyra, s'est assise à côté de moi, s'essuyant les yeux. « Docteur, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, Lyra. »« Comment faites-vous ? Comment êtes-vous si parfaite ? » Mon petit ami, il me donne l'impression que je n'en fais jamais assez, que mon travail est un fardeau pour lui. J'ai l'impression de me rétrécir. J'ai ressenti une douleur fantôme dans ma poitrine. Est-ce qu'il travaille ? Il se cherche. Je paie pour la plupart des choses. J'ai doucement posé ma main sur la sienne. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas un centre de réhabilitation pour hommes brisés. Si un homme vous fait sentir petite, c'est parce qu'il est terrifié par votre grandeur réelle. Il a besoin que vous vous sentiez insignifiante pour qu'il puisse se sentir puissant. Elle a cligné des yeux pour chasser ses larmes. Mais je l'aime. J'aimais quelqu'un aussi. Et ça m'a presque coûté mon âme. L'amour n'a aucune pertinence s'il n'est pas associé à un respect de base. Je ne sais pas ce que Lyra fera, mais je sais que j'ai planté la graine. Aujourd'hui est un samedi frais et ensoleillé à Boston. Mes fenêtres sont ouvertes. Il y a du jazz qui joue sur l'enceinte. Et je suis complètement en paix. Je ne me rétrécis plus pour mettre les autres à l'aise. Je n'ignore plus les signaux d'alarme en espérant qu'ils deviendront magiquement verts. Je ne m'excuse pas d'être brillante, intelligente ou farouchement indépendante. Parce que j'ai appris à mes dépens que la paix que j'ai aujourd'hui vaut infiniment plus qu'un faux mariage. Parfois, quitter la table est la seule façon de gagner la partie. J'ai pris le petit stéthoscope en argent, le regardant briller au soleil de l'après-midi. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma douce enfant. J'ai souri. Je sais, grand-mère. Je sais enfin. Mon silence m'a presque détruite. Ma vérité m'a sauvée. Je ne me fais plus petite pour que les autres puissent se sentir grands. La paix que j'ai aujourd'hui vaut plus que tout. Si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nous avons tous été dans des situations où notre valeur a été diminuée. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été sous-estimé dans une relation ou au travail ? Que s'est-il passé ensuite ?